Bien, Monsieur le Président de l'Université, cher Yves Jean, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Recteur, Chancelier et autres titres que vous avez mentionnés, Messieurs et Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, je salue ici la présence d'Yves Brunet, mon collègue au Collège de France, Mesdames et Messieurs les étudiants, et les parents peut-être, merci beaucoup de votre accueil. Je suis très touché par les mots que vous avez mentionnés et ma présence ici m'honore. L'Université de Poitiers est une université avec laquelle nous avons de nombreux contacts depuis pas mal d'années maintenant, puisque c'est ici que mon laboratoire expérimente, met en œuvre, avec l'aide du rectorat, des logiciels qui sont dérivés de nos études en psychologie, en sciences cognitives. Et c'est un contact que nous avons maintenant depuis plusieurs années et qui est amené à se prolonger et qui nous a permis donc d'expérimenter sur ce que c'est que l'acte d'apprendre, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette idée, donc, c'est à la fois un talent remarquable de notre cerveau qui n'est pas encore imité totalement, en tout cas par les machines, et que nous commençons à comprendre d'une manière qui peut être utile pour l'université et pour l'enseignement. Alors, je voudrais commencer par une phrase qui me paraît très juste d'un autre président, le président du MIT, Raphaël Reif, qui nous dit une phrase extrêmement simple. Il est en train de mettre en place un programme sur l'intelligence, l'origine de l'intelligence dans les machines, dans le cerveau. Et il dit cette phrase très simple: si nous ne savons pas comment nous apprenons, comment diable savons-nous comment enseigner? Je crois que c'est très juste. On enseigne de façon intuitive, on le fait d'ailleurs depuis des centaines d'années, évidemment, ou des milliers d'années, mais c'est un domaine dans lequel nous pouvons avoir des connaissances scientifiques. La manière dont nous apprenons fait l'objet d'une recherche scientifique et les connaissances sur l'organisation du cerveau et de la psychologie sont utiles dans ce domaine et peuvent peut-être nous informer sur la manière d'enseigner. Alors c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui sur la base donc de mes propres recherches. Je travaille dans ce centre qui est à côté de Saclay, Neurospin, que je dirige maintenant depuis 1 an et demi et dans lequel nous disposons d'un certain nombre d'outils. En fait, chacune de ces arches ici abrite un outil d'imagerie cérébrale. Et l'idée est d'utiliser ces méthodes avancées d'imagerie cérébrale pour poser des questions de psychologie. Pour moi, l'imagerie cérébrale est l'une des techniques actuelles de la psychologie. Donc, comment apprenons-nous ? D'où provient en particulier cette singularité humaine qui fait que nous sommes des êtres apprenants les plus efficaces dans la nature aujourd'hui, et particulièrement, bien sûr, pour des domaines spécifiques à l'espèce humaine, comme le langage, la lecture ou les mathématiques. Nous avons à Neurospin la chance d'avoir 6 IRM, 3 IRM pour l'homme, à 3 Tesla, à 7 Tesla. Je salue ici la présence du professeur Guilvin qui aura bientôt la 3e IRM à 7 Tesla de France. Nous avons cette IRM à 7 Tesla depuis quelques années maintenant et nous avons cette nouvelle machine qui n'est pas encore une IRM, qui va monter en champ dans les années à venir à 11,7 Tesla, qui est pour l'instant en tout cas un champ inégalé dans le monde. Et nous disposons bien sûr d'autres techniques pour l'exploitation du cerveau humain, et notamment l'électro- et la magnétoencéphalographie, qui permettent de suivre l'activité électrique et magnétique du cerveau. Et puis 3 IRM pour le petit animal. C'est plus facile en fait de faire des champs magnétiques très élevés avec un diamètre plus petit. Donc à 7 Tesla, 11,7 Tesla et 17 Tesla, qui est aussi, jusqu'à très récemment, était plutôt un record mondial. Et enfin, nous mettons en place d'autres techniques et tout le spectre des techniques disponibles pour essayer de voir chez l'animal les réseaux de neurones individuels, neurone par neurone, comment se produit le codage de l'information dans le cerveau. Mais toutes ces techniques donc, sont au service de questions, et particulièrement l'une des questions qui est posée, qui est une sorte de spécificité du centre Neurospin, c'est l'organisation du cerveau de l'enfant et notamment du bébé. C'est le travail de mon épouse, que je salue ici, Ghislaine, avec qui je travaille depuis maintenant 32 ans. Donc vous voyez, 350 papiers, mais 32 ans de travail, ça fait jamais que 11 articles par an, c'est pas exceptionnel. Je les ai tous lus d'ailleurs, je les ai tous écrits. Voilà, des recherches qui ont pour spécificité de porter sur un cerveau en développement, parfois tout petit. On a été les premiers à mettre des tout petits enfants de 2 mois dans l'IRM à 1,5 Tesla à l'époque et d'étudier l'organisation de le cerveau pour le langage, je vais vous en parler. Aujourd'hui, on commence à utiliser la
magnétoencéphalographie, mais on utilise depuis maintenant plus de 25 ans l'électroencéphalographie à haute résolution pour regarder comment ce cerveau s'organise pour le traitement du langage, de la parole. Et si vous avez des questions sur les aspects éthiques de ce travail, je serais heureux de répondre, mais sachez que, bien entendu, tout ceci est encadré par les lois éthiques françaises et avant tout par nous-mêmes. Et la nécessité, si vous voulez faire ce type d'expérience, bien entendu, de mettre l'enfant dans les meilleures conditions possibles, parce que parfois certains nous disent mais l'enfant ne peut pas se rétracter de ses expériences. C'est évidemment complètement faux. Il suffit qu'il se mette à pleurer et l'expérience s'arrête instantanément. Donc nous sommes chargés de le garder dans un confort maximal. Je vais vous donner un certain nombre d'idées, de grands résultats que ces recherches ont amené à découvrir. Pas seulement d'ailleurs mes recherches, mais je vais essayer d'élargir un petit peu aux recherches au niveau mondial sur ces sujets. Première idée, et première vraie découverte, parce que ça n'était pas connu et c'était même le contraire était suspecté, le cerveau de l'enfant est extraordinairement structuré dès la naissance. Que ce soit du point de vue de l'anatomie, ici vous avez les plissements du cortex, tous les grands plissements sont présents à la naissance, que ce soit du point de vue des connexions, qu'on peut suivre avec l'imagerie de diffusion, tous les grands faisceaux de connexion sont présents dès la naissance, que ce soit du point de vue de l'activité fonctionnelle, c'est-à-dire lorsqu'on mesure ici, par exemple, l'activité donc fonctionnelle du cerveau d'un petit enfant alors qu'il écoute des histoires dans sa langue maternelle, des phrases. Vous voyez que c'est déjà le même réseau que l'adulte qui va s'activer, alors que l'enfant, bien sûr, ne connaît pas encore le lexique ou la syntaxe ou le sens des phrases, mais l'information auditive sur le langage est déjà canalisée dans un réseau d'air cérébral qui implique l'hémisphère gauche, le lobe temporal, la région supérieure du lobe temporal, ici le pôle temporal, et la région frontale inférieure gauche, dite de Broca. Donc il y a une canalisation de l'information dans des circuits déjà bien organisés, spécifiques. Ça n'est pas vrai que tout s'allume en même temps, ça n'est pas vrai que les modalités visuelles et auditives, par exemple, soient mélangées, comme on le pensait pendant un certain temps. Ça n'est pas vrai non plus que le cortex frontal est silencieux. On pensait très longtemps que pendant la première année de vie, le cortex frontal restait silencieux, qu'il était immature. C'est vrai qu'il est immature, il est plus lent, beaucoup plus lent que chez l'adulte, mais il fonctionne déjà. Il fonctionne simplement avec un temps de latence, si vous voulez, beaucoup plus grand, à peu près 3 fois plus grand que chez l'adulte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement il y a une structure dans le cerveau, mais il y a déjà une fonction, et ça corrèle tout à fait bien avec des recherches en psychologie cognitive qui montrent que le bébé possède des noyaux de connaissances, c'est-à-dire un certain nombre de domaines dans lesquels, de façon tout à fait innée, ou qui se met en place extrêmement rapidement après la naissance, l'enfant a des connaissances sur les nombres, sur l'espace, sur les objets, sur les personnes, fait déjà la distinction entre être animé et inanimé, par exemple, très tôt, etc. Alors, je vais juste vous montrer quelques exemples de ceci. Voilà, vous êtes le bébé dans cette expérience. Vous voyez 5 objets qui apparaissent sur l'écran, ils disparaissent derrière un panneau. 5 autres objets arrivent, disparaissent derrière le panneau. Et, il n'y a que 5 objets derrière. Et vous devriez être comme ce petit bébé ici. Vous venez de voir 5 plus 5 égale 5, n'est-ce pas? Ce qui est quand même une violation élémentaire de l'arithmétique. Eh bien, les petits-enfants de quelques mois sont sensibles à ce type de violation. La manière dont on le démontre, c'est en mesurant le regard des enfants, la durée du regard, combien de temps ils regardent, et ils regardent plus longtemps des événements impossibles que des événements possibles. Alors, bien entendu, ils ne savent pas que 5 plus 5 fait exactement 10, mais ils sont suffisamment précis pour savoir que 5 plus 5 ne peut pas faire 5, ou que 10 moins 5 ne peut pas faire 5, que ne peut pas faire 10, pardon. Excusez-moi. Donc, vous voyez qu'il y a là un vrai domaine de compétence. Alors, vous avez peut-être remarqué que les objets changent de forme et de taille. Ceci est fait pour éviter qu'il y ait d'autres indices, comme la taille ou la surface totale, qui pourraient corréler avec le nombre. Mais ici, par ce biais-là, on peut montrer, et les expériences sont bien contrôlées, que le bébé, pratiquement dès la naissance, possède un vrai sens du nombre, indépendant d'autres dimensions, comme la taille ou la surface des objets. Deuxième idée. Une partie de ce qui nous est donné à la naissance, c'est un algorithme extraordinaire qui fait de nos jeunes enfants une vraie machine à apprendre. Et cet algorithme d'apprentissage, ces algorithmes d'apprentissage suivant les régions, inégalés jusqu'à présent, vont se prolonger bien sûr tout au long de la vie pour un certain nombre d'entre eux. Alors, on parle, dans mon cours au Collège de France, j'ai utilisé l'expression du bébé statisticien ou du bébé bayésien, parce que c'est une inférence que réalisent les bébés dans ces expériences, et elle se repose sur l'accumulation de statistiques, un peu comme le ferait un scientifique en herbe, vous l'avez dit, c'est-à-dire qui regarde quelles sont les probabilités de ces observations et qui en tire des conclusions, un peu comme le ferait un scientifique. Donc dans l'expérience de droite, par exemple, qui est une expérience qui est due à Fei Shu et ses collaborateurs, mais il y a beaucoup d'autres collègues, comme Luca Bonatti, qui est un ancien élève de Jacques Meller, comme moi. On voit ici une personne qui a les yeux fermés,
et qui tire d'une urne des objets. Et vous voyez qu'elle tire 3 objets rouges, un blanc. La majorité des objets qu'elle tire sont rouges. Et puis à la fin, l'urne s'ouvre et on voit qu'en fait, l'urne contient une majorité d'objets blancs. Le bébé est surpris par rapport à la situation où l'urne s'ouvre et on voit qu'elle contient une majorité d'objets rouges. Donc le bébé a fait l'inférence inverse, bayésienne, partant des observations, des tirages, jusqu'au contenu de l'urne qu'il y avait au départ. Et ça va très loin, ces inférences peuvent être très complexes. Par exemple, ici, la personne a les yeux fermés, donc on infère qu'elle tire au hasard. Si la personne a les yeux ouverts et qu'elle tire une majorité d'objets rouges, le bébé n'est pas nécessairement surpris de voir cette situation, mais à ce moment-là, il va inférer que la personne a une préférence et qu'elle cherche activement les objets rouges. Il va conclure qu'elle préfère les objets rouges aux objets blancs. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes d'inférences, un algorithme d'apprentissage statistique extrêmement sophistiqué, un scientifique au berceau qui a des hypothèses hiérarchiques qu'il projette sur le monde extérieur et qu'il sélectionne en fonction de leur plausibilité, qu'il met à jour en permanence de façon quasi optimale en fonction des observations. On va voir dans un instant qu'il y a un certain nombre de composantes de cet algorithme et que ce qu'on appelle en psychologie de tous les jours l'attention, la récompense, l'erreur, la curiosité, le sommeil, sont en fait des ingrédients de cet algorithme qu'on commence à maîtriser. Alors cette idée de bébé statisticien peut aller assez loin. Il y a vraiment non seulement un sens de ce qui est plausible ou implausible, mais ce qui est probable, ce qui est improbable. Je vais vous montrer par exemple cette vidéo, si on peut démarrer la vidéo. C'est aussi une expérience donc, qui est due à Luca Bonatti et à Arnaud Teglas et ses collègues. Vous voyez qu'il y a 3 objets qui s'entrechoquent là. Et le bébé regarde cette vidéo pendant quelques instants. C'est une situation évidemment totalement nouvelle pour lui. Il n'y a pas pu d'avoir d'apprentissage préalable. Les objets disparaissent et c'est l'objet jaune qui sort. Et là, le bébé va regarder plus longtemps que si c'était l'objet bleu qui sort de l'urne. Pourquoi ? Parce que la probabilité n'est que d'un quart que ce soit cet objet-là qui sorte, alors qu'elle serait de 3 quarts pour l'autre objet. Et on peut montrer que l'enfant fait des calculs de probabilité de ce type. Donc là encore, hein, bon, il est surpris. Ça se mesure directement par le temps de regard, vous voyez, qui est de l'ordre d'une dizaine de secondes ici, mais qui va être nettement plus long, de 3 secondes plus long, pour l'événement improbable que pour l'événement probable. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. On peut créer des modèles quantitatifs du comportement de l'enfant, et ça, c'est la découverte récente. C'est un article de Science il y a quelques années. Hein. Cette recherche en psychologie de l'éducation, au passage, c'est vraiment intéressant pour les universités actuellement, parce que ça conduit à des publications du plus haut niveau, je pense. Donc pas seulement c'est intéressant parce que c'est notre domaine à tous de mieux enseigner, de mieux permettre aux étudiants de s'épanouir et d'apprendre, mais aussi parce que c'est un formidable domaine de recherche avec des publications de très haut niveau. Donc ici, il a été découvert que le temps de regard de l'enfant n'est pas seulement tout ou rien, on est surpris ou on ne l'est pas, mais en réalité est un reflet direct de l'improbabilité de ce que l'enfant a vu. Voilà. On peut mesurer le degré de probabilité qu'associe un bébé à une situation en mesurant son temps de regard. Et il y a tout un modèle quantitatif que je ne vais peut-être pas décrire ici, mais qui est un modèle bayésien, dans lequel on suppose, et ça a été montré par ailleurs par notre collègue de Boston, Elisabeth Spelke, que l'enfant connaît la solidité et la continuité spatio-temporelle des objets. Il semble que ce soit vraiment donné dans notre cerveau, l'idée qu'il y a des objets dans le monde extérieur et qu'on sait qu'ils sont solides, qu'ils ne peuvent pas s'interpénétrer et qu'ils ont une continuité dans l'espace et dans le temps. Et à partir de là, si on simule donc l'entrechoquement de ces objets mentalement, on arrive à rendre compte quantitativement de ce que l'enfant fait, en particulier si l'objet rouge, par exemple, est proche de la sortie, eh bien l'enfant va mettre à jour sa probabilité que ce soit lui qui sorte, indépendamment du fait qu'il n'y en a qu'un seul parmi 4. Donc, par le biais d'expériences de ce type, on arrive à commencer à voir que l'enfant n'est pas purement passif dans cette situation, mais fait tourner une sorte de simulation, un modèle mental de la situation et pour anticiper la suite. Donc, il projette une hypothèse sur le monde extérieur. Alors, apprendre, c'est donc sélectionner parmi un ensemble d'hypothèses, suivant cette vision. Et c'est une situation qui survient dans beaucoup de situations de la vie quotidienne. Je vais prendre un autre exemple qui n'est pas celui de la physique des objets, mais qui est celui de l'apprentissage du langage. En fait, les modèles bayésiens sont proposés dans beaucoup de situations de l'apprentissage du langage. Par exemple, l'apprentissage des mots. Alors, nous allons apprendre ensemble un nouveau mot, qui est le mot tufa. Voilà. C'est l'article de Josh Tenenbaum dans Science en 2011. Vous allez voir que l'apprentissage est extraordinairement rapide. Vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup d'essais pour savoir ce qu'est un tufa. Alors voyons ça ensemble. Ça, c'est un tufa. Ça, c'est un tufa. Ça, c'est un tufa. Est-ce que ça, c'est un tufa? Oui? Est-ce que ça, c'est un tufa? Non. Est-ce que ça, c'est un tufa? Non. Ça?
etc., etc., etc. Et vous allez voir que tous ceux où vous avez répondu oui sont ceux qui sont entourés ici. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous avez eu 3 exemples. Et c'est typique de l'apprentissage du langage chez l'enfant. Il ne faut pas énormément de données. Il suffit à l'enfant de quelques instances où il entend le mot dans un contexte approprié pour pouvoir enregistrer le sens des mots. Voyez. Ça va bien au-delà, bien sûr, des algorithmes actuels d'intelligence artificielle fondés sur les réseaux de neurones. On a tendance aujourd'hui à confondre intelligence artificielle avec big data. Parce que le grand progrès qu'il y a eu, c'est d'être capable de se reposer sur des monceaux de données qui avaient été accumulés, en particulier par le biais d'Internet, pour nourrir l'apprentissage. Mais le cerveau humain, lui, ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup de données. Comment on modélise cette situation? Eh bien, ici, c'est l'article de Josh Tenenbaum. L'idée, c'est que notre cerveau projette des hypothèses hiérarchiques sur ce type de situation. Donc, nous avons un arbre d'hypothèses. Chacune des branches de cet arbre ici pourrait être une hypothèse sur ce que veut dire le mot tufa. De la même manière que quand vous entendez le mot dalmatien, ce mot dalmatien pourrait vouloir dire chien, mammifère, ou bien animal à 4 pattes, etc. Et il peut dire dalmatien. Donc vous devez choisir parmi ces branches. Et comment allez-vous faire pour choisir? Eh bien, vous allez utiliser la règle de Bayes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si on suppose que la probabilité a priori de ces différentes branches est inversement proportionnelle à leur taille, eh bien, vous voyez qu'on va choisir facilement l'hypothèse en rouge ici, c'est-à-dire celle qui cerne exactement les exemples que vous avez vus, parce que eh bien, l'hypothèse bleue, elle pourrait convenir, elle contient tous les exemples que vous avez vus, mais elle est moins probable parce qu'elle est plus grande. Voyez. Et l'hypothèse verte, elle est éliminée, elle est mise à 0 parce qu'elle exclut l'un des objets que vous avez appris au départ. Avec des hypothèses aussi simples que celle-là, on est capable de voir comment l'enfant attribue une certaine vraisemblance au sens d'un mot, et en quelques expositions, pas besoin de beaucoup, avec l'aide de la syntaxe, ce serait encore un autre domaine dans lequel il faudrait s'étendre, eh bien l'enfant va être capable d'apprendre le sens de mots comme dalmatien, chien, mammifère, etc. Alors tout ceci repose bien entendu sur la plasticité cérébrale. Donc je voudrais juste en dire un petit mot, ce sera forcément beaucoup trop bref, je vous fais un panorama un peu rapide, mais nous commençons à avoir un accord en neurosciences sur le fait, pas encore complètement validé, que tous ces apprentissages reposent sur une propriété essentielle des réseaux de neurones biologiques, c'est la capacité des points de contact entre les neurones, les synapses, de se modifier, d'être extrêmement flexible. Quand on parle de plasticité, il faut l'entendre dans un sens très littéral, c'est-à-dire que ce sont des objets mobiles. Les synapses, typiquement sur les neurones pyramidaux, atterrissent sur des épines dendritiques qu'on voit ici, et chacune de ces épines est un objet mobile qui peut grandir, se rétracter, disparaître, pousser. Une deuxième peut pousser à côté d'une première, et c'est cette mobilité extraordinaire, particulièrement intense au début de la vie, dans les premières années de la vie, mais qui continue tout au long de la vie, de façon moins intense, qui permet à ces réseaux de se modifier, d'internaliser, de changer les paramètres. Et comme on l'a vu dans le cas des réseaux de neurones, on commence à comprendre comment ces changements paramétriques de la force des connexions entre neurones peuvent implémenter l'apprentissage. Ça n'est pas le seul modèle de l'apprentissage, et il y a encore d'autres hypothèses qui sont considérées, qui sont intéressantes. Il est possible qu'il y ait des processus internes aux neurones eux-mêmes qui changent, y compris peut-être des processus moléculaires qui se modifient et qui soient aussi le support de la mémoire. Donc il faut savoir que c'est encore un objet de recherche intéressant en soi, et puis c'est aussi un objet de recherche intéressant de savoir comment connecter ce niveau microscopique des synapses jusqu'au niveau du cerveau bayésien. C'est un grand objet de recherche actuellement. Mais il est important de comprendre que donc, toutes ces modifications sont des modifications au sein d'une architecture qui est déjà bien organisée. Donc on va avoir des modifications terminales au niveau des dendrites et des terminaisons axonales au sein de faisceaux qui sont déjà bien organisés. Et pour le comprendre, par exemple, comprendre aussi les limites donc, de la plasticité, on peut regarder cet exemple ici, que je cite dans le livre, qui est dû à Wolfsinger, ses collaborateurs, Lars Mukli. C'est un exemple également d'utilisation de l'imagerie cérébrale. Il s'agit ici d'un cas tout à fait extrême de plasticité chez un enfant, une enfant qui est née avec un seul hémisphère cérébral, le gauche ici. Donc vous voyez son seul et unique hémisphère ici. À 7 semaines de grossesse, on estime, son hémisphère droit a cessé de se développer. Et donc elle a vécu toute sa jeunesse avec un seul hémisphère. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les cartes visuelles. Vous savez que nous avons tous dans notre pôle occipital, c'est l'arrière du cerveau ici, des cartes. On voit que l'hémisphère gauche représente la moitié droite du champ visuel, la correspondance de couleur ici, et de façon correspondante, l'hémisphère droit représente la moitié gauche du champ visuel. Ici, c'est une personne normale qui a ces deux hémisphères, donc vous et moi. Voilà cette patiente. Et quelle organisation voit-on? Bien, la première chose, c'est que, en gros, elle n'est pas très différente du sujet normal. Elle a une carte du champ visuel de l'autre côté. Et de fait, elle est pas loin d'être aveugle, mais pas totalement, dans le champ visuel gauche, correspond à l'hémisphère qu'elle a perdu.
Donc la plasticité doit être relativisée. Néanmoins, on trouve chez cette patiente de petits îlots de cortex qui se sont mis de façon anormale et spéciale à cette patiente, qui sont mis à répondre à la partie qu'on appelle ipsilatérale, donc du champ visuel. Ici, on est dans l'hémisphère gauche et on a des régions qui répondent à l'hémichamp gauche de cette personne. Donc ça vous donne un petit peu à la fois la puissance de cette plasticité et la relativiser. Les cartes visuelles sont très largement organisées de façon innée, et même une expérience aussi intense que d'avoir vécu toute sa vie avec un seul hémisphère ne suffit pas à recabler complètement le système. Mais il y a une frange de plasticité, et on peut observer de petits îlots qui se sont modifiés. La même lésion, si c'était une lésion à l'âge adulte, c'est-à-dire perdre l'hémisphère droit, la personne est totalement hémianopsique et cette carte ne se modifie pas de façon aussi radicale. Donc c'est clair qu'il y a une plasticité beaucoup plus intense à la naissance que plus tard dans la vie. On parle de périodes sensibles, et ces périodes sensibles peuvent être relativement courtes dans le début de la vie. Donc les premières années de la vie sont vraiment une explosion particulière de plasticité. Mais même cette plasticité ne suffit pas à réorganiser complètement un hémisphère. Il y a donc des fortes contraintes sur la manière dont notre cerveau est organisé. Alors ça m'amène à ma troisième idée, c'est un terme que j'ai proposé, qui est cette notion de recyclage neuronal. L'idée peut être illustrée par cette caricature. Nous sommes des êtres humains, comme c'est Darwin ici évidemment, nous appuyons sur notre héritage évolutif des primates, des mammifères. Nous avons un très grand héritage et notre capacité humaine, s'éduquer, développer des cultures tout à fait particulières à notre espèce, s'appuie sur cet héritage. Alors, nous héritons des représentations intuitives de domaines importants pour notre survie dans le passé, la notion d'espace, de nombre, peut-être des circuits spécifiques du langage, mais nous n'avons certainement pas eu le temps d'avoir une évolution spécifique à tous les objets culturels qui nous entourent aujourd'hui. L'écriture, la lecture, l'arithmétique formelle, les mathématiques de haut niveau, la capacité d'utiliser des objets digitaux qui nous entourent depuis seulement quelques dizaines d'années maintenant, tout ceci doit se faire à génome constant, à organisation constante de ces précurseurs ici. Eh bien, l'idée, c'est que nous devons donc recycler, réutiliser des territoires corticaux qui ont évolué pour une autre fonction. Voilà. Et nous les réorientons vers de nouveaux usages culturels. Nous pouvons le faire que dans la mesure où il y a une organisation préexistante et que cette organisation préexistante est suffisamment flexible pour se déplacer. Alors, ça veut dire aussi que l'enfant dispose d'intuitions non conscientes souvent, sur lesquelles l'enseignant peut et doit s'appuyer, parce que c'est en se recyclant ces circuits cérébraux qui nous donnent des intuitions précoces que vont se construire les apprentissages ultérieurs. Je vais vous donner immédiatement un exemple, le cas des mathématiques. Nous sommes la seule espèce capable de faire des mathématiques très élaborées, d'aller au-delà de ce sens du nombre que j'ai mentionné au départ, 5 plus 5 égale à peu près 10, c'est à peu près ce que savent les animaux ou les très jeunes enfants. Nous savons que 5 plus 5 fait exactement 10 et pas 11. Et c'est ça qui nous permet de savoir que 11 est un nombre premier, tandis que 10 ne l'est pas, et de commencer à construire la pyramide des mathématiques. Eh bien, lorsque nous construisons cette pyramide, nous réutilisons les mêmes circuits qui sont déjà présents chez les autres primates. Ici, c'est le cerveau du singe macaque. Chez le singe macaque, il existe des neurones dans ces régions qui répondent au nombre d'objets dans le monde extérieur, au cardinal d'un ensemble d'objets. Nous réutilisons ces mêmes circuits pour traiter les nombres, pour faire ici, par exemple, des additions ou des soustractions avec des chiffres arabes. Donc nous nous appuyons sur des circuits préexistants, mais nous sommes la seule espèce à pouvoir y introduire des symboles et une notion de calcul exact qui n'existe pas chez les autres animaux. Alors, on a voulu, dans des expériences récentes, aller un petit peu plus loin et voir si ça continuait d'être le cas pour des mathématiques du plus haut niveau possible. À vrai dire, j'espérais beaucoup recruter quelques-uns des médailles Fields qui sont autour de nous au Collège de France. Ça n'a pas été possible, mais on a quand même pu recruter des mathématiciens professionnels et poser donc cette question dans un article récent. On a recruté 15 mathématiciens professionnels. C'est posé la question du groupe contrôle. Alors, nous avons recruté 15 spécialistes des humanités et des sciences sociales. Je passe sur cet épisode douloureux, dont je fais partie moi-même des humanités et des sciences sociales, mais j'ai quand même été entraîné en mathématicien au départ. Que faire avec un grand mathématicien dans une IRM ? Ça ne va pas de soi. Pendant longtemps, je voulais faire cette expérience, mais je me disais, faire venir une médaille Fields pour lui faire 3-2, ça paraît un peu idiot. Et finalement, on a trouvé une tâche qui était tout à fait faisable et intéressante, qui consistait à faire écouter des phrases, laisser réfléchir la personne pendant seulement une brève période de quelques secondes et donner une réponse. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est faux ? Ou bien est-ce que c'est du non-sens ? Ça n'est ni vrai ni faux, c'est simplement une phrase qui ne veut rien dire. Alors je vais vous faire écouter quelques-unes de ces phrases. J'espère qu'il y a des mathématiciens dans l'audience qui pourront nous donner la réponse vraie ou faux. Est-ce qu'on peut écouter la première ? Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Alors, vrai ou faux ?
Faux. J'ai cru entendre faux. C'est faux. Bravo. C'est vrai ou c'est faux? Je sais plus. Elle est vraie, celle-là, je crois, non? La deuxième, s'il vous plaît. Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe. Alors, faux. Alors, je devrais tous vous entendre dire faux. C'est un théorème assez simple. C'est ce théorème qui dit qu'on ne peut pas peigner une sphère, vous savez, sans qu'il y ait des singularités. Ou autrement dit, sur une tête, pas la mienne, une qui a des cheveux, il y a toujours un endroit où il y a un cheveu vertical. Voilà. Ou deux endroits, en fait, au moins. Voilà. Un épi. Bien. Il y a un mathématicien, là, vous devriez répondre. Alors, troisième phrase, s'il vous plaît. La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2. Alors c'est du non-sens complet, voilà. Ça, pour vous donner un exemple, donc on fait écouter une phrase qui, pour un mathématicien, est immédiatement choquante. C'est ce qu'on appelle du jabberwocky, pour le poème de Lewis Carroll, c'est-à-dire une phrase qui n'a pas de sens du tout. Si vous êtes mathématicien, vous reconnaissez immédiatement que ça ne veut rien dire. Mais les deux autres phrases... alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? C'est moi qui suis allé trop vite, voilà. On a aussi des phrases, on va en écouter une autre, qui sont des phrases de contrôle. Le drapeau de la communauté espéranto est à dominante verte. Vrai ou faux? Ou absurde? Bon, c'est pas absurde, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, alors, là, on essaye de vous faire réfléchir dans le domaine mathématique ou de vous faire réfléchir dans le domaine des connaissances générales, sémantiques, peut-être d'histoire, de géographie, mais sans nombre, vous voyez, et sans objets mathématiques. Alors, on a fait exactement cette expérience et on a découvert plusieurs expériences de contrôle sur lesquelles je passerai. Et on a découvert qu'il y a un vrai réseau des objets mathématiques dans le cerveau humain. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces régions qui sont ici en fausse couleur, qui sont superposées sur l'anatomie du cerveau. Vous reconnaissez le sillon intrapariétal des deux hémisphères, la région temporale ventrale, qui est une découverte récente, et le cortex dorsal préfrontal, qui, vous voyez, toutes s'activent dès qu'il y a des mathématiques. À la fin de la phrase, on comprend la phrase, et si elle a du sens, et si c'est un objet mathématique, on a une énorme activation de ces régions. On n'a pas cette activation lorsqu'on présente des phrases qui ne sont pas des phrases mathématiques. Ceci, quels que soient les domaines des mathématiques. Dans beaucoup d'expériences contrôle, parce qu'il pourrait y avoir des artefacts, ici on est allé vers des choses beaucoup plus simples. Donc par exemple, si vous entendez, vrai ou faux, la fonction sinus est périodique. Vrai, j'ai entendu, avec un temps de réponse extrêmement rapide. Bravo. Très bien. C'est rapide. Enfin, c'est pour un mathématicien et d'ailleurs pour quelqu'un qui a un peu de compétences mathématiques, c'est vraiment instantané. Les bus de l'onde sont rouges. Voilà, c'est aussi rapide, le temps de réaction est le même, les circuits cérébraux sont complètement différents, ce sont deux circuits complètement différents en réalité. Et alors quel est ce circuit des mathématiques? Eh bien, chez les mêmes personnes mathématiciens, donc nous avons localisé le réseau des mathématiques, ici en rouge, le réseau simplement lorsqu'on voit des nombres par rapport à d'autres images, donc un réseau qui est spécialisé dans la reconnaissance des chiffres, et puis le réseau qui s'active lorsqu'on fait des calculs. Et il y a un très grand recouvrement de ces trois réseaux. Et on continue d'utiliser le même réseau qui nous a servi à apprendre le traitement des nombres lorsqu'on fait des mathématiques de très haut niveau. Ce réseau, évidemment, se différencie. Les neurones acquièrent des codes de niveau supérieur, sans doute par combinatoire des codes précédents. C'est toute une pyramide combinatoire. C'est ça que vous développez dans le cerveau de vos étudiants. Ça prend des années, on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne, mais fondamentalement, ça reste dans les mêmes réseaux qui se recombinent. Donc c'est une forme de recyclage neuronal. Donc ces réseaux qui étaient déjà connus auparavant, dans la bosse des maths, je décrivais déjà ce réseau pariétal qui est associé au sens du nombre. Plus récemment, on a mis longtemps à découvrir cette région ventrale parce qu'elle était difficile à voir en IRM, parce qu'il y a des artefacts dans cette région. Donc c'était vraiment une découverte au départ, pas de l'imagerie, mais des enregistrements intracrâniens chez les patients épileptiques. On a trouvé des électrodes qui répondaient aux nombres et pas aux lettres, par exemple. Voilà. Et maintenant, on voit ces réseaux s'activer. Donc le résumé de cette notion de recyclage neuronal dans le cas du nombre, c'est que le sens du nombre joue un rôle fondateur dans l'apprentissage des mathématiques. Même les animaux et les très jeunes enfants possèdent un sens du nombre. Nous le possédons tous. D'ailleurs, des méta-analyses récentes sur plusieurs centaines de bébés qui ont été testés au laboratoire montrent que les petits garçons comme les petites filles ont la même compétence. Il n'y a pas de différence au niveau précoce en fonction du sexe. Au cours du développement et de notre éducation, nous appuyons sur cette représentation et certainement sur d'autres, il n'y a pas que le nombre, le sens de l'espace en particulier, pour construire une représentation du nombre exact et de l'arithmétique, et cette pyramide de concepts de plus en plus abstraits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'un prédit l'autre. C'est-à-dire que si vous mesurez à 3 ou 4 ans ou 5 ans la précision du sens du nombre des enfants, vous êtes déjà capable d'anticiper sur quel sera, dans une certaine mesure, leur résultat dans des fonctions mathématiques plus élaborées quelques années plus tard. Donc cette capacité d'anticiper, qui est intéressante, qui n'est pas une sanction déterministe, évidemment, mais qui veut dire que si un enfant est déjà en difficulté avec le sens du nombre, il risque d'être en difficulté avec les mathématiques plus élaborées.
D'où l'intérêt, évidemment, de proposer rapidement des évaluations en début d'année, par exemple en début de CP, comme vous savez que ça se met en place en ce moment, de manière à pouvoir réagir le plus vite possible et peut-être donner à ces enfants un petit peu plus de mathématiques, du niveau approprié à leurs besoins, pour éviter ce déterminisme. Alors, même chose dans le cas de la lecture. Dans le cas de la lecture, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on recycle une partie de ce qu'on appelle la voie visuelle ventrale, c'est-à-dire un faisceau de régions qui passe ici du lobe occipital vers la région temporale, une série d'étapes qui permettent d'extraire progressivement l'identité des objets. Et nous utilisons pour lire cette région ici dans le cerveau humain, qui est déjà utilisée pour la reconnaissance des objets, des lieux et des visages chez le singe macaque. Ce sont les mêmes régions que nous réutilisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître une région donc, associée au traitement des mots écrits, la reconnaissance visuelle des mots écrits, à un endroit précis du cerveau humain, qui est le même chez tous les individus, à quelques 5 ou 8 mm près, hein, et que l'on voit apparaître systématiquement dès qu'une personne commence à apprendre à lire. Donc ici, ce sont des résultats de Carla Monsalvo et Ghislaine au laboratoire. Vous voyez que si on scanne des enfants de 6 ans avant qu'ils entrent au CP, il n'y a pratiquement pas de région qui répond aux mots. Il peut y avoir des petites activations occipitales, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des faux positifs d'ailleurs. Dès que l'enfant apprend à lire, que ça peut être au même âge ou un peu plus tard, vous voyez que cette région qui intervient pour la reconnaissance des mots écrits apparaît. Il apparaît une réponse fonctionnelle dans une région qui, par ailleurs, code juste à côté pour les visages ou pour les maisons, les lieux. Voilà. Vous voyez que c'est intéressant de voir qu'il y a une compétition entre les mots et les visages. Vous voyez ici dans l'hémisphère gauche une toute petite représentation des visages et dans l'hémisphère droit une très grande représentation des visages. Et nos travaux ont montré qu'il y a vraiment une sorte de recyclage et de compétition dans le cortex, c'est-à-dire qu'à mesure que la lecture doit prendre de la place dans le cortex, eh bien, la représentation des visages va être en compétition et va être bloquée dans sa croissance. Et donc, ne pouvant pas croître dans l'hémisphère gauche, elle va croître de façon plus rapide dans l'hémisphère droit. Et donc, on peut montrer que chez des personnes qui sont analphabètes, la représentation des visages est plus bilatérale que chez des personnes qui ont appris à lire à cause de ce phénomène de compétition culturelle. Donc, il montre bien qu'on a besoin de recycler une partie de son cortex. Alors, j'en viendrai maintenant à la dernière partie de mon exposé, cette notion de pilier de l'apprentissage. C'est la quatrième idée. Il y a des éléments clés de cet algorithme d'apprentissage dans notre cerveau qui nous permettent plus ou moins aisément d'acquérir des éléments du monde extérieur. Et j'en liste 4. C'est la liste à laquelle je suis arrivé, il y en a peut-être d'autres. Premièrement, l'attention, le filtre sélectif qui détermine ce que nous percevons, ce que nous effectuons et ce que nous apprenons. Deuxièmement, l'engagement actif, c'est-à-dire d'avoir un étudiant, un élève engagé dans la génération active d'hypothèses, avec curiosité et motivation d'apprendre. Troisièmement, le retour sur erreur, la capacité de recevoir soit du monde extérieur, soit d'un enseignant, des signaux extérieurs détaillés et explicites, pardon pour la faute d'orthographe, d'où l'importance de se tester pour se corriger en utilisant ces signaux d'erreur qui vont se propager dans le cerveau pour corriger nos représentations mentales. Et puis, quatrième pilier, la consolidation avec l'automatisation qui permet de transférer les connaissances du conscient vers le non-conscient, libérer les ressources de la représentation consciente, du cortex préfrontal en particulier, et on va voir le rôle du sommeil dans cette chose-là. Alors, je crois que je suis un petit peu en retard, je vais passer un petit peu vite. L'attention mériterait une conférence en soi, c'est un immense domaine de recherche en psychologie cognitive. On distingue au moins 3 grands systèmes attentionnels qui tous servent à sélectionner une information et ce qu'on fait avec. Sélection pour le moment, quand faisons-nous attention ? Sélection pour le quoi, à quoi faisons-nous attention ? Et puis sélection pour le comment traitons-nous les informations ? Et ce sont donc des systèmes attentionnels qui modulent massivement l'activité cérébrale et qui modulent massivement les apprentissages. Il n'y a presque pas d'apprentissage sans attention. Il y en a un tout petit peu, mais il faut des répétitions extraordinairement massives pour arriver à déplacer les représentations dans le cerveau sur la base de l'inattention. L'attention est absolument essentielle et donc c'est pour ça que j'essaie d'écrire cette phrase ici. Le plus grand talent d'un enseignant consiste à canaliser, à captiver à chaque instant l'attention de l'enfant afin de l'orienter vers le niveau approprié. Alors, pour illustrer cette idée, je vais vous présenter un petit film que j'aime bien, vous l'avez peut-être déjà vu, certains d'entre vous. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez être surpris. Est-ce qu'on peut démarrer le film ? C'est une histoire policière. Hein. C'est en anglais, excusez-moi. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. Voilà le moment clé maintenant. The real question is how observant were you? Avez-vous bien regardé? Parce qu'en fait, il y a 21 changements qui sont produits sous vos yeux. Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. Vous voyez qu'il y a plus d'une seule chose de la scène d'origine. Tout a été changé. Tous les personnages, Why, I tous les was objets, planting my petunias in the potting le shed. tapis. Constable, arrest Lady Smythe. Je ne sais pas si vous en avez vu certains. Un, deux peut-être. Il y en avait 21. Hein, voilà. C'est une variante de la célèbre expérience du gorille invisible, où il y a un gorille qui passe et on ne le voit pas. Alors, la morale, c'est sur une route, il faut faire attention. Faites attention aux cyclistes. Voilà, parce que en fait, c'est une publicité anglaise, très bien faite, mais qui illustre ce phénomène central du rôle de l'attention. Hein. Si on ne fait pas attention, on ne voit littéralement pas. C'est-à-dire ça ne rentre pas dans l'espace conscient. Alors, on peut montrer par des expériences d'imagerie en particulier que, et bien entendu, l'information rentre dans votre rétine, elle rentre dans votre cortex. Les objets sont reconnus, mais ils sont filtrés par le filtre de l'attention, ils ne rentrent pas dans votre espace de travail conscient. Voilà. Et donc c'est une bonne illustration, je crois, que lorsqu'un élève dit « je ne vois pas », je ne vois pas ce que vous voulez dire, eh bien, ça peut être au sens très littéral, c'est-à-dire il n'y a aucune représentation centrale consciente du message que vous essayez de lui communiquer. Et ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est un blocage de l'orientation de l'attention vers le mauvais niveau. Alors, l'orientation de l'attention, j'en ai parlé souvent, joue un rôle dans l'apprentissage de la lecture. On a des expériences assez bien faites. Ici, c'est une expérience assez jolie. Vous voyez qu'on invente un système d'écriture complètement nouveau et on vous dit, ça, c'est le mot fog. C'est comme un caractère chinois. L'astuce, c'est qu'à la moitié des élèves, on dit, ça, c'est le mot fog. Et c'est un caractère, comme ça, vous devez juste l'apprendre. Et puis, à l'autre moitié des élèves, on leur dit, oui, mais il y a des lettres, regardez. Ça, c'est, il y a F, il y a O et il y a G. Voilà. Et après, on les entraîne avec 16 mots de ce type-là. Eh bien, lorsqu'on fait cette expérience, les élèves qui ont étudié avec la méthode globale peuvent apprendre 16 mots, mais ils ne généralisent pas à des mots nouveaux. Vous voyez, ils n'ont pratiquement aucune généralisation des mots nouveaux. Si on leur apprend 16 mots nouveaux, ils oublient les 16 premiers, etc., etc. Ils n'arrivent pas à généraliser, alors que ceux qui ont appris avec la méthode d'orientation de l'attention vers le niveau approprié, celui des lettres, avec lesquelles ces mots ont été composés, eh bien, arrivent à apprendre, arrivent à généraliser et utilisent le circuit de l'hémisphère gauche que je vous ai exposé dans la diapositive précédente. Donc, on a ici des preuves tout à fait directes que l'orientation de l'attention peut modifier radicalement le circuit qui est utilisé dans le cerveau et la nature de l'apprentissage et de la généralisation. Alors, oui, un point important, c'est que dans l'espèce humaine, l'orientation de l'attention est particulière parce qu'elle dépend de ces circuits qu'on appelle du cerveau social, c'est-à-dire que notre attention dépend de l'attention des autres. Ça se voit très très bien dans l'apprentissage du langage. Si la maman ici dit un mot nouveau, eh bien, le bébé commence par regarder sa maman et va regarder ce qu'elle regarde. Il suit le regard. C'est ce qu'on appelle l'attention partagée. Et l'attention partagée est absolument essentielle. Il n'y a pas d'apprentissage par pure corrélation. C'est encore une différence essentielle avec les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle qui font des corrélations entre entrées et sorties. Ici, il y a compréhension de l'intention du locuteur, de l'intention de la personne qui parle, avant de comprendre ce qui est dit. Oui. Donc cette interaction sociale est absolument essentielle. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent, par exemple, qu'être simplement exposé à un écran qui parle chinois, par exemple, ça ne suffit pas à un jeune bébé pour déplacer ses catégories phonétiques de sa langue et mémoriser les phonèmes du chinois. Il y a donc nécessité absolue d'avoir une attitude d'enseignant, c'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les enseignants, c'est l'attitude, l'orientation de l'attention de l'enseignant ou du parent qui va déterminer la manière dont l'enfant, dont l'étudiant oriente sa propre attention. Alors, je vais passer rapidement sur les deux autres piliers que je propose, hein, et vous serez obligé de lire le livre, je suis désolé, ou pas désolé. Un organisme passif n'apprend pas. L'expérience ici est une expérience un peu illustratrice, très ancienne d'ailleurs, dans laquelle vous voyez qu'il y a deux chatons, il y en a un qui est capable de se déplacer, et puis il y en a un autre qui est dans une petite boîte ici, bien confortable, mais il ne peut pas bouger de lui-même, et tous ces mouvements
sont déterminés par le mouvement du chaton numéro 1. Eh bien, celui-ci développe un système moteur et visuel strictement normal, celui-ci développe des troubles importants de la vision et de la motricité, n'explore pas convenablement. Donc, c'est une métaphore, mais assez forte quand même, du fait que explorer son environnement, être actif, s'engager, a un rôle déterminant dans les apprentissages. Il y a beaucoup d'expériences qui portent chez l'homme, qui portent directement sur ce sujet. Je vous rapporte ici une expérience de Henry Rudiger, notamment dans Science, il y a exactement 10 ans. Fait cette expérience qui n'est pas complètement triviale pour les enseignants. On va voir, peut-être vous avez maintenant tous les bonnes intuitions. Imaginez que vous ayez 2 heures de cours. Vous avez 2 heures de cours au total, et vous pouvez adopter différentes options. Première option, vous avez passé tout ce temps à enseigner, et donc l'élève va passer tout son temps à étudier. Study, voilà. Donc 8 quarts d'heure d'études. Deuxième option, vous allez quand même avoir des petits tests là. Un test ici, un test ici. Troisième option, vous allez avoir une alternance d'études et de tests, d'études et de tests. Alors, évidemment, plus vous mettez de tests, moins vous mettez d'études à temps constant. Donc, ça ne va pas de soi. Est-ce qu'il vaut mieux réduire le temps d'études, quitte à introduire des tests pour les élèves? Beaucoup d'enseignants pensent que les tests ne servent pas vraiment à apprendre, ils servent à mesurer la compétence, donc vérifier où l'élève en est, mais c'est tout, ce n'est pas une période d'enseignement. Et donc, dans cette étude, les enseignants se trompent. Je vous dis tout de suite le bon résultat. Les enseignants pensent que c'est cette situation d'études, de cours magistral pendant 2 heures qui va être le plus bénéfique. Et le résultat est évidemment exactement l'inverse. 48 heures plus tard, plus on a eu de périodes de tests, ici, et un entrecoupement d'études et de tests, mieux on retient les éléments de l'apprentissage. Et la mémoire décroît avec le nombre de périodes d'études, ce qui est le contraire de ce que les enseignants et les étudiants, d'ailleurs, avaient prédit. Les étudiants ont tendance à passer 2 heures dans leur livre, à stabiloter le livre de toutes les couleurs possibles et imaginables, ça n'est pas la meilleure méthode. Autre exemple. Alors oui, très important de comprendre que ça ne survient pas immédiatement, mais au bout de 2 jours, on le voit très bien, au bout d'une semaine, ça devient très important. Par contre, ça n'est pas vrai immédiatement, d'où l'illusion. Lorsqu'on vient d'étudier dans son cours, on a l'impression de le savoir. Il faut comprendre que ce savoir n'est pas dans un compartiment de long terme, il est dans un compartiment de court terme, de mémoire de travail, mémoire très récente, mais il n'est pas encore stabilisé en mémoire à long terme. Et c'est le fait d'alterner l'étude et le test qui va le faire passer dans la mémoire à long terme. Autre exemple, non intuitif. Vous avez des mots en esquimau à apprendre. Ça pourrait être des verbes irréguliers en anglais, c'est une situation réelle. Bon, est-ce qu'il vaut mieux avoir une carte sur laquelle, pendant 10 secondes, on vous présente le mot et sa traduction? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux n'avoir que la paire pendant 5 secondes et avant, on a juste le mot en esquimau tout seul? Alors là, le résultat de l'intelligence artificielle est extrêmement clair. La corrélation est beaucoup plus grande ici, pendant 10 secondes, qu'ici, pendant seulement 5 secondes. Oui, mais là, dans cette situation-là, l'élève se pose la question. J'ai ce mot-là, est-ce que je me souviens de l'association? Eh bien, c'est la situation numéro 2 qui conduit à un rappel de plus de mots que la première, vous voyez. Parce qu'il y a un effort qui est fait, un effort de récupérer l'information, un engagement actif de l'élève, suivi de cette fameuse correction d'erreur, c'est-à-dire qu'on apprend immédiatement si on avait bon ou pas. Les deux sont importants. Voilà. Alors, j'aime bien cette phrase de Henry Rudiger et ses collègues, « Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. » C'est une règle assez générale. Plus l'information est profonde, plus il y a eu d'efforts pour se souvenir avant d'avoir la réponse, plus la rétention est bonne en général. C'est une sorte de règle qui marche dans beaucoup de ces conditions. Voilà. Et ce point quand même très important, beaucoup d'enseignants aujourd'hui me disent « Oui, mais tout ce que vous dites, on le savait déjà, tout ceci conduit à des banalités, on enfonce des portes ouvertes, etc. » C'est en partie vrai, je pense que tout n'est pas nouveau. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que tout soit nouveau dans le domaine éducatif juste parce qu'on commence à faire des sciences. Je pense que la science est là pour tester et mettre à l'épreuve si ce qu'on essaie est vrai ou faux. Mais ici, quand même, dans ce papier, ni les étudiants ni les enseignants ne prédisaient correctement la direction de l'effet. Donc ça vaut quand même la peine de faire un peu d'expérimentation. Alors ici, c'est une méta-analyse intéressante de beaucoup d'études qui comparent l'efficacité du cours magistral traditionnel avec des pédagogies qui essayent d'augmenter l'engagement actif de l'enseignant. Et ils trouvent un très fort effet, aussi bien dans les scores aux examens que dans le taux d'échec ultérieurement, le nombre de décrocheurs. Donc je vous laisserai lire cet article en détail. C'est vrai dans tous les domaines qui ont été testés ici, de différentes sciences. Et qu'est-ce qu'on veut dire par engagement actif? Eh bien, ce sont des choses que je pense vous connaissez déjà beaucoup. C'est vrai que là, il y a des portes ouvertes qui sont enfoncées, mais ça va mieux en le disant. Tout ce qui conduit à des activités pratiques dans lesquelles les étudiants sont obligés
de pratiquer ce qu'ils ont appris, les discussions auxquelles chacun prend part, les travaux en petits groupes, le questionnement permanent de l'enseignant qui s'interrompt pour dire « vous avez compris ? Vous avez bien répondu ?» l'exigence d'une réflexion profonde, tout ceci conduit à une meilleure rétention de la part des étudiants. Vous voyez que ce sont des études qui vont de tout le spectre des sciences cognitives, depuis parfois les neurosciences, mais jusqu'à cette, disons, science très appliquée, science de l'éducation, dans les classes elles-mêmes. Alors, quatrième pilier, et puis j'en terminerai là-dessus, la consolidation, le transfert de l'explicite à l'implicite. Il y a quelque chose là d'encore très important. Il ne suffit pas d'avoir bien appris, il ne suffit pas d'avoir bien mémorisé. Encore faut-il automatiser les connaissances qui en ont le plus besoin. Pourquoi automatiser ? Eh bien, parce qu'au départ de l'apprentissage, c'est le cortex préfrontal qui intervient de façon systématique. Lorsque vous avez le sentiment de faire un effort pour récupérer une information, ça veut dire, de façon presque systématique, que c'est le cortex préfrontal qui est mobilisé et qu'on a affaire à un traitement explicite, conscient, avec effort. Pensez à la première fois où vous avez conduit une voiture, vos premières leçons de conduite. On commence à savoir conduire, mais l'effort de concentration est presque énorme. On a l'impression qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre en même temps, qu'on est totalement épuisé au bout d'une heure de séance. Progressivement, l'automatisation va transférer ces connaissances vers des réseaux non conscients et vont donc libérer les réseaux du cortex préfrontal. Et je prends l'exemple de la lecture. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit. Au départ, vous avez besoin, avec effort, de traduire chaque lettre en son, chaque graphème en phonème. Vous le faites de la gauche vers la droite, et c'est pour ça qu'on observe cette courbe que vous voyez ici à droite, dans lequel le temps de lecture d'un mot, le moment où vous commencez à prononcer ce mot, dépend du nombre de lettres de ce mot. Et s'il y a 5 lettres, c'est plus long que s'il y a 2 lettres. Vous voyez, c'est un effet linéaire. La linéarité correspond à la sérialité de la lecture. Et vous voyez que c'est vrai pour le CP, mais c'est moins vrai en CE1, c'est presque plus vrai en CE2, ça n'est pas vrai du tout pour les adultes. Tous dans cette salle, vous êtes de bons lecteurs, vous avez une courbe plate, c'est-à-dire qu'entre 3 et 8 lettres, vous lisez les mots à la même vitesse, ce qui est quand même assez remarquable. Vous traitez toutes les lettres en parallèle. C'est ça que vous avez appris à faire de façon efficace. Mais au départ, il y a sérialité. Vous voyez que les enfants dyslexiques, souvent, beaucoup d'entre eux, ça se reflète par une courbe qui ne sait pas automatiser. Ils n'ont pas réussi à automatiser la lecture. Alors, cette automatisation est absolument essentielle parce que c'est elle qui va permettre de libérer les ressources du cortex préfrontal pour faire autre chose. Ce système que j'ai appelé d'espace de travail global conscient est mobilisé par toutes sortes de tâches qui demandent un effort conscient. Donc, si vous êtes encore en train de l'utiliser pour déchiffrer, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser pour résoudre un problème de mathématiques ou pour comprendre le sens du texte. Je vais vous demander de lire un petit texte. Ah ben non, pas tout de suite, voilà. Je vous montre ça du point de vue de l'imagerie cérébrale. Ici, c'est une expérience récente qu'on a publiée cette année. On a réalisé quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'on a pu suivre les mêmes enfants tous les 2 mois. Ces enfants sont venus tous les 2 mois à Neurospin et on les a scannés en IRM fonctionnel. Donc 2 séances alors qu'ils étaient encore en fin de grande section de maternelle et juste après les vacances. Et puis ensuite, tout au long du CP, plusieurs séances. Alors ici, je vous résume, mais c'est le cerveau d'un de ces enfants. Hein, donc l'intérêt, c'est de faire des images individuelles. Vous voyez qu'en fin de maternelle, cet enfant n'avait aucune réponse particulière spécifique aux mots écrits. Donc on lui flash des mots écrits par rapport à d'autres objets, comme des maisons, des paysages, des outils, des visages. Pas de région spécifique. Ensuite, vous voyez que au cours de l'année de CP, et ici encore en fin de CP, il y a des très intenses activations qui mobilisent le cortex pariétal et le cortex préfrontal, en plus de ces réseaux du cortex temporal et occipito-temporal ici. Et à la fin de CE1, l'enfant a automatisé la lecture, on voit encore cette aire de la forme visuelle des mots, ce cortex temporal, mais les aires associées à l'effort pariéto-temporal, l'effort d'attention, ont disparu. Voilà. C'est automatisé. Je vous laisse maintenant découvrir ce petit texte, vous allez pouvoir vous tester vous-même. Ça va ? Alors, 2 observations là. D'abord, ça demande vraiment un effort particulier parce que ce n'est pas les correspondances graphème-phonème traditionnelles, ce n'est pas l'orthographe traditionnelle. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe ici. Je pense que vous éprouvez cette espèce de soulagement extraordinaire au moment d'arriver à la fin de cette horreur, cette torture. Et 3e observation, est-ce que vous avez compris de quoi ça parlait ? Alors, c'est du Proust. Bon, alors, c'est du Proust. Mais quand même, c'est quand même assez clair. Hein, le message est quand même assez clair. Mais on ne peut pas se concentrer sur le décodage et en même temps arriver à comprendre de quoi il retourne. On n'est plus en train de construire la même profondeur de structure sémantique ici. Voilà.
Bon, c'est un exemple amusant, hein, mais je crois que ça correspond à une réalité profonde qui est vraie aussi en mathématiques. Vous voyez que si on regarde ici l'évolution de l'activité cérébrale au même problème arithmétique en fonction de l'âge, eh bien on voit que là encore, il y a un accroissement de l'activité avec l'automatisation dans les régions postérieures, pariétales et temporales ventrales, et il y a une baisse d'activité dans toutes ces régions bilatérales du cortex préfrontal et particulièrement dorsal ici. Vous voyez. Donc là encore, il faut se dégager de l'espace dans le cortex préfrontal et transférer les connaissances vers des circuits non conscients, automatisés, postérieurs dans le cerveau. Alors, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est l'importance du sommeil là-dedans. Ça, c'est vraiment une découverte importante des neurosciences. Je le dis d'autant plus aisément que je n'y ai pas contribué, mais c'est le travail de nombreux collègues, d'abord au niveau psychologique et ensuite au niveau des neurosciences. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, on peut le dire, et pousser un petit cocorico, c'est souvent la psychologie qui est en premier, qui fait les découvertes, et les neurosciences qui découvrent ensuite les mécanismes. Et ça a été le cas ici. Donc, première observation, après avoir dormi, on enregistre beaucoup mieux les informations. Si vous pratiquez un jeu vidéo, par exemple, pendant 3 heures au cours de la journée, vous allez atteindre une asymptote, vous ne progressez plus, vous allez dormir, et le lendemain matin, lorsque vous vous réveillez, vos performances sont meilleures, alors que vous n'avez pas pratiqué, qu'elles ne l'étaient avant que vous soyez endormi. Et ce n'est pas juste une question de s'être rafraîchi l'esprit, on peut le tester en variant l'heure à laquelle tout ça est fait, c'est vraiment une question de consolidation de l'apprentissage pendant la nuit. Le mécanisme a été découvert Alors d'abord, oui, c'est vrai pour la mémorisation, c'est vrai pour l'automatisation de compétences sensorimotrices comme les jeux vidéo, c'est vrai aussi, et ça c'est peut-être le plus important, pour la découverte de régularité. Tous les scientifiques qui sont dans cette salle ici vous diront un jour ou l'autre, je me suis réveillé un matin avec la solution d'un problème important sur lequel je travaillais. Ça m'est arrivé personnellement, bien sûr, plusieurs fois. Eh bien, c'est vrai aussi pour les petits-enfants. Les petits-enfants font des découvertes. Et ça a été testé en laboratoire. Un bel article de Nature de Jan Born. On se réveille avec la solution d'un petit problème de mathématiques qu'on n'avait pas découvert la veille. Voilà. Donc, il a été montré que ça pourrait être le cas pour l'apprentissage du langage également. L'enfant enregistre des mots pendant la journée, mais il n'a pas forcément compris tout l'empan de leur sens. Et c'est le lendemain matin qu'il comprend, de façon plus appropriée, où s'arrête le sens de tel ou tel mot. Alors, ces effets sont plus importants chez l'enfant que chez l'adulte, donc autant en profiter. À durée de sommeil égale, la profondeur du sommeil est plus intense chez l'enfant, et d'ailleurs au sein des adultes aussi, plus la profondeur de sommeil est grande, plus les ondes lentes de sommeil sont importantes, plus ces effets d'apprentissage sont importants. Et l'amélioration du sommeil peut être une intervention donc très efficace, notamment pour certains enfants qui semblent présenter des troubles de l'attention, mais qui en réalité présentent des troubles du sommeil. Ce n'est pas le cas de tous. Je m'empresse de dire qu'il y a des vrais troubles de l'attention, et des enfants qui bénéficient de façon importante de traitements pharmacologiques de l'attention qui sont proposés. Mais il y a certains enfants pour lesquels ce ne sont pas des vrais troubles de l'attention qui sont mis en jeu. Voilà. Alors sur cette diapositive, je me rends compte que je n'ai pas parlé des mécanismes. Le mécanisme a été découvert en neurosciences. Il s'agit de ce qu'on appelle le replay, c'est-à-dire le fait que les neurones sont capables de se réactiver pendant la nuit, de façon parfois extrêmement rapide, et de rejouer les patrons d'activité de la veille. Donc on va observer sur un ensemble de neurones une réactivation dans le bon ordre des charges neuronales qui étaient déjà présentes dans la veille. La différence, c'est que ça se produit beaucoup plus rapidement, jusqu'à 20 fois plus vite que pendant la veille, et donc de façon plus nombreuse pendant la nuit. Et donc le cerveau se répète les événements importants de la veille ou des jours précédents. Et donc, on peut comprendre pourquoi il y a apprentissage. On a l'impression de n'avoir rien fait. On n'a pas pratiqué pendant la nuit, oui, mais le cerveau, lui, a pratiqué pendant la nuit les événements importants de la journée. Et je pense que c'est un domaine dans lequel on va voir de grandes avancées, notamment neurotechnologiques, parce que si on peut renforcer ce sommeil ou biaiser le sommeil à rejouer tel ou tel événement de la veille, comme on commence à savoir le faire, eh bien, on pourra faciliter l'apprentissage de tel ou tel apprentissage, de telle ou telle connaissance. Alors, ces données colle très bien aussi avec une autre découverte psychologique, la notion de distribution des apprentissages. Si vous avez, là encore, une durée totale d'apprentissage, est-ce qu'il vaut mieux tout regrouper 3 heures dans une journée, ou bien est-ce qu'il vaut mieux distribuer les apprentissages? Eh bien, la réponse est extrêmement claire, elle vient de la psychologie. Il vaut mieux distribuer les apprentissages un petit peu tous les jours, entrecoupés de périodes de sommeil. Voilà. La distribution fonctionne de toute façon, mais avec le sommeil, ça marche encore mieux. Voilà. Et on peut même aller plus loin, et si on veut retenir à long terme, il vaut mieux avoir des intervalles croissants de révision. Donc si vous voulez retenir une information dans 10 ans, eh bien, il faut l'avoir révisée, non pas à l'échelle de quelques semaines, mais à l'échelle de quelques mois ou années. Voyez. Il y a une proportionnalité entre la durée de révision et la durée de rétention dans la mémoire. Ça, c'est les travaux de Hal Pachler. Alors je termine en disant que donc, le cerveau de l'enfant est structuré dès la naissance, qu'il a des intuitions profondes,
qu'il est doté de très puissants algorithmes d'apprentissage, avec ses inférences statistiques d'une grande logique, il y a une rigueur formelle dans le raisonnement implicite de l'enfant, et qu'il dispose de dispositifs spécialisés pour faciliter l'apprentissage, l'attention, l'engagement actif, le retour d'erreur, la consolidation avec le sommeil, et que je pense que nous devons fournir à ce que j'ai appelé un superordinateur un environnement à la hauteur de la complexité de cette machine, qui est capable, notamment dans les premières années, d'absorber des choses aussi complexes qu'une langue complètement différente de celle que nous connaissons, nous. Un enfant, comme vous l'avez mentionné, est isotrope et capable d'apprendre toutes les langues du monde de façon aussi facile, qui est une chose que nous n'arrivons pas encore à reproduire dans nos machines actuellement. Alors, je pense aussi que les sciences cognitives peuvent aider non seulement à proposer de tels programmes, mais aussi à évaluer de tels programmes, évaluer les difficultés des enfants, déterminer les réponses pédagogiques qui marchent et celles qui marchent le moins bien, et aussi, je pense que ce que je vous ai exposé aujourd'hui devrait faire partie de la formation des enseignants, parce que c'est utile à savoir au moment de préparer un cours. Voilà, je m'arrête en vous mentionnant donc ces différents livres que vous avez la bonté de mentionner. Ce que je vous ai expliqué est évidemment dans le dernier, Apprendre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, vous souhaitiez qu'on prenne quelques questions. Est-ce qu'on a encore le temps ? Oui, est-ce qu'il y a eu des études particulières pour savoir si l'apprentissage de la notation musicale, de la mesure, du rythme est plutôt lié à des sphères concernant le langage ou les mathématiques ? Je n'en connais pas de récente en tout cas. Il y a cette idée que l'organisation de la musique est similaire à un langage. Ça a été d'ailleurs développé de façon très formelle, notamment par Annie Patel, et j'ai consacré un cours du Collège de France à cette question. L'idée que peut-être ce sont les mêmes structures syntaxiques qui interviennent dans le domaine musical et dans le domaine linguistique, et simplement les objets, évidemment, élémentaires, les mots dans un cas, les notes dans l'autre, sont différents. C'est une thèse, elle n'est pas encore complètement étayée par les faits. Au niveau de l'imagerie cérébrale, il y a un petit recouvrement entre les activations évoquées par la syntaxe musicale et par la syntaxe du langage. Mais ça n'est pas un énorme recouvrement, il y a encore beaucoup de spécificités dans ces réseaux. Donc on pense que ce sont probablement des réseaux parallèles et peut-être légèrement recouvrants. C'est un vrai débat actuellement. Mais le recouvrement avec les aires des mathématiques est beaucoup moins évident. Ça reste peut-être à explorer de façon plus fine, c'est vraiment des études balbutiantes pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des grands bénéfices évidemment de l'entraînement à la notation musicale et à la pratique d'un instrument de musique aussi. Les deux ne sont pas toujours séparés non plus, donc tout ça est un peu compliqué à étudier. Là, on rentre, je vous avais compris, j'ai essayé de vous présenter ce domaine de façon la plus simple possible, en faisant le lien parfois aussi avec des expériences chez l'animal ou de neurobiologie. Dès qu'on travaille dans des conditions pratiques telles que vous le mentionnez, d'apprentissage de la musique, on rentre dans toute la complexité de l'espèce humaine, c'est qu'on ne peut pas vraiment manipuler de façon pure tel ou tel apprentissage. Il n'y a pas d'enfants qui n'apprennent que le solfège, mais qui n'apprennent pas d'instrument. Enfin, on peut peut-être essayer de séparer les variables, mais ça va être bien difficile. Donc ces expériences sont encore balbutiantes. Est-ce que le lecteur compétent n'a pas l'illusion de lire de manière globale ? Et j'ai l'impression qu'on en est venu à ces méthodes de lecture globale avec cette illusion. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne décompose pas de manière syllabique, de manière inconsciente ? Ça n'a pas l'air de se voir sur les circuits, mais est-ce que les appareils ont un temps de réponse suffisant pour le constater ? En tout cas, c'est la thèse que je défends, et historiquement, je pense que c'est en grande partie vrai, c'est-à-dire que ce sont des psychologues du début du XXe siècle qui ont proposé cette idée d'une reconnaissance globale des mots. Et il y avait un certain nombre d'arguments, et l'un d'entre eux, c'est effectivement la capacité de reconnaître le mot extrêmement rapidement, quelle que soit sa longueur. Un autre avantage, c'est qu'il peut y avoir des conditions dans lesquelles on reconnaît un mot plus rapidement qu'une de ses lettres, ce qui est un phénomène assez curieux quand vous y pensez. Donc il peut y avoir un avantage au niveau du mot par rapport à la reconnaissance des composants. Donc tout ceci a été quand même mal interprété et à une époque, il faut bien considérer, qui était avant l'arrivée de l'informatique, donc l'arrivée de la compréhension que le cerveau est un système computationnel de traitement de l'information. Donc on ne faisait pas bien la différence entre un traitement sériel et un traitement parallèle, je crois.
Et on n'avait pas compris qu'il pouvait y avoir un traitement parallèle, mais d'objets élémentaires qui sont les lettres, et parallélisation du traitement de l'information. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit... ce serait intéressant qu'un historien des sciences se penche sur cette histoire de méthode globale, mais je pense que c'est l'une des voies qui a conduit à cette idée. C'est effectivement... Et il y a peut-être une morale profonde aussi, c'est-à-dire qu'en tant qu'adultes, nous n'avons plus bien accès à ce que c'était que d'être un petit apprenant. Voilà. Nous n'avons plus conscience de la difficulté extraordinaire qu'il peut y avoir à automatiser la lecture. Il faut peut-être réapprendre ou se placer dans des conditions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour se rendre compte à quel point ça peut être difficile et distrayant pour un enfant, distrayant dans le sens péjoratif du terme, d'être à ce stade de déchiffrage de la lecture, là, qu'on a un peu oublié. D'autres questions? Oui, monsieur? Est-ce que vous pourriez préciser, monsieur, ce que vous entendez par une régularité? Ah. Je ne sais pas bien comment préciser la chose. Je pense qu'il y a dans le monde extérieur, de façon indéniable, des régularités, je ne sais pas comment l'appeler autrement, des associations probabilistes et parfois causales entre certains événements et d'autres événements du monde extérieur. Et toute notre physique est fondée là-dessus. Si je lasse cet objet, il va tomber. Et je vais pouvoir même prédire quel son il va faire dans la seconde peut-être qu'il faudra pour qu'il tombe. Et donc, ce que montre la recherche en psychologie, c'est que notre cerveau a internalisé ces régularités du monde extérieur. Donc, on peut faire l'expérience, si je lâche cet objet et que ça ne produit pas le son que vous attendez, vous allez être surpris. Et si le son vient trop tôt ou trop tard, vous allez être surpris également. Et si on mesure les ondes cérébrales en question, vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus grandes lorsqu'il y a surprise que lorsqu'il n'y a pas surprise. Ce que montre la recherche, c'est que notre cerveau génère une hypothèse, et cette hypothèse est soustraite des données qui montent. Donc si l'hypothèse et la réalité collent parfaitement, il n'y a pratiquement pas de remontée d'informations dans le cerveau. Tout colle. C'est uniquement lorsqu'il y a un décalage entre l'hypothèse et ce qui remonte du monde extérieur qu'il y a un signal qui se propage et qui met à jour, je simplifie, mais qui met à jour nos représentations mentales. Donc j'utilise le terme régularité pour parler de ces événements structurés dans le monde extérieur, et je crois qu'il faut réserver le terme de science ou de mathématiques pour les objets mentaux que nous construisons sur la base de ces régularités. Voilà. Alors on rentrerait dans une discussion un petit peu philosophique, que j'ai essayé d'avoir d'ailleurs dans la bosse des maths. J'avais déjà discuté un peu dans le dernier chapitre de la bosse des maths. Est-ce qu'il y a des mathématiques dans le monde extérieur? C'est une vieille discussion philosophique. Pour moi, il n'y a pas de mathématiques directement dans le monde extérieur. Le monde extérieur n'est pas mathématique, c'est notre cerveau qui construit des mathématiques. Dans le monde extérieur, il y a des régularités qui sont imparfaites, qui ne sont jamais aussi parfaites que les mathématiques. Alors les physiciens seront peut-être en désaccord avec cette idée-là, parce qu'ils trouvent des belles structures extrêmement croustillantes, parfaites, mais dans mon hypothèse, ce sont des constructions de notre cerveau, et nos modèles mentaux ne sont jamais parfaitement adaptés aux régularités du monde extérieur. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce terme qui est effectivement un peu chargé. Donc il y a peut-être des règles dans notre cerveau et des régularités dans le monde extérieur. Merci, merci Stanislas Dehaene. Merci Je propose d'applaudir Stanislas Dehaene.